Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous d'information ici en Provençal. Au sommaire de cette édition, la colère des médecins internes et étudiants en médecine. Ils manifestent ce midi à Marseille comme dans de nombreuses villes du pays contre la proposition de loi transpartisane à l'Assemblée nationale et contre le plan proposé par le Premier ministre pour lutter contre les déserts médicaux. Les assises méditerranéennes du journalisme se tiennent jusqu'à demain à Marseille. La Syrie était à l'honneur lors de la cérémonie d'ouverture hier soir au Mucem. Et depuis le palais du Pharo, nous serons en direct dans quelques minutes avec Marie-Laure Augry, ancienne présentatrice de JT, désormais vice-présidente de l'association Journalisme et Citoyenneté. Le garde des Sceaux veut modifier la loi pour rétablir la participation des détenus à leurs frais d'incarcération. Selon Gérald Darmanin, la somme récoltée servirait à l'amélioration des conditions de travail des agents pénitentiaires. Le massif des morts dans le Var se régénère 4 ans après le gigantesque incendie qui avait ravagé 6000 hectares. Un sentier pédagogique ludique indique désormais aux promeneurs comment la nature peut faire preuve de résilience. En grève depuis hier, médecins internes et étudiants en médecine manifestent aujourd'hui partout en France pour dénoncer la proposition de loi prévoyant la fin de leur liberté d'installation et les mesures annoncées par le Premier ministre pour lutter contre les déserts médicaux. On retrouve au niveau de l'hôpital de la Timone, Marie-Agnès Pelleran. C'est dans un chahut indescriptible que les étudiants en médecine protestent contre la proposition de loi Garot. Beaucoup de médecins déjà installés sont venus les soutenir et tous pensent que cette proposition de loi ne résoudra rien. Pour nous, vraiment, c'est une loi qui est purement électoraliste. Elle ne va absolument rien régler aux déserts médicaux. Il y a plus de 87% des territoires qui sont en zone sous-dotée en médecins. C'est absolument impossible avec le peu de médecins qu'on ait d'aller les couvrir. Et en plus, ça va empêcher des vrais projets d'internes qui voulaient s'installer. C'est une proposition qui ne fait que répartir la pénurie et qui nous semble ne pas être adaptée aux besoins qui sont des besoins réels. Il y a un problème de santé publique actuellement en France, indiscutablement. Il y a un manque de médecins. Beaucoup de territoires manquent effectivement de professionnels de santé. Les solutions qui sont proposées aujourd'hui ne nous semblent pas adaptées et vont créer autant de problèmes, sinon plus, qu'elles ne vont en résoudre. Vers midi, les manifestants ont quitté l'hôpital de la Timone pour se diriger vers l'hôtel de ville. La grève devrait se poursuivre dans les prochains jours. On reste dans le domaine de la santé. Le personnel soignant se retrouve de plus en plus exposé à la violence. Le nombre de signalements et de dépôts de plaintes est en hausse. Reportage à l'hôpital d'Avignon où une campagne d'affichage tente de sensibiliser le public et où le personnel est formé pour gérer les tensions. Immersion avec Frédéric Roche et Xavier Schauffenecker. Appeler la sécurité et le mettre de sang. La sécurité, on va se détendre quand même. Discuter un peu, toi et moi ou... Non, ça va aller. Par contre, on va reculer, merci. Non, mais je fais ce que je veux, en fait, c'est mon père. On va reculer. Maintenir une distance, savoir calmer une famille, c'est le but de cette journée de formation. Ces aides-soignantes du service neurologie ont subi 2 agressions depuis le début de l'année. Un patient avec sa maman qui m'ont agressé physiquement, verbalement. Il y a eu des coups très violents et dont une collègue aussi qui s'est pris des coups. Et voilà, ça nous a beaucoup choqués. Ça se dégrade, oui, de plus en plus. L'hôpital, c'est un dû. On doit tout accepter, on doit tout faire, on doit être là dès qu'il sonne, dès que... Le problème, c'est que il faut être clair, on est de l'après-midi pour 30 malades. Le manque d'effectifs, le temps d'attente n'arrange rien et les chiffres sont alarmants. En 2024, le centre hospitalier a recensé 374 signalements pour des violences et 38 plaintes pour injures, coups et blessures, menaces. Le service le plus exposé reste les urgences. Là, il a un bilan sanguin, les résultats à peu près vers 14h. À l'accueil et dans les couloirs, des affiches Stop Violence tentent de rappeler à la raison. La parole du médecin ou du soignant a moins d'importance qu'elle pouvait avoir avant. Elle est moins respectée. Ils arrivent, ils ont mal quelque part, ils veulent savoir ce qu'ils ont, donc ils veulent l'examen complémentaire, ils veulent le bilan biologique, ils veulent voir le spécialiste, alors qu'il n'y a pas forcément d'indication. Les altercations se multiplient. Par précaution, des infirmiers choisissent de masquer leur nom de famille. Déjà qu'on se retrouve suffisamment en conflit ici, selon les gens, si on peut éviter d'en avoir à l'extérieur ou se faire rechercher, c'est toujours ça de gagner en fait.
Au sein du service, la sécurité a été renforcée, caméras de surveillance, accès avec badge et alarme reliées au commissariat. La question sécuritaire devient une des questions qu'on aborde quand on pense à nos nouveaux locaux. Donc lecteur de badge, accès priorisé, possibilité de fermer les services. On réfléchit aussi à des sas qui nous permettent d'isoler éventuellement les personnes qui seraient trop agitées, pour lesquelles on aurait du mal à les gérer. Contenir la violence, protéger les équipes à un coût, le budget sécurité de l'hôpital d'Avignon dépasse les 500 000 € par an. 15 jours après les premières attaques contre des prisons et des surveillants pénitentiaires, 25 personnes ont été interpellées et certaines extraites de leurs cellules. La plupart se trouvaient dans le sud de la France. Louise Beliaeff, qui était derrière le groupuscule qui signait ces actions des DPF, droits des prisonniers français. Bien, certains clercs sont très connus des services de police. Alors pour rappel, hier matin, le parquet national antiterroriste a annoncé l'arrestation de 22 personnes, puis de 3 supplémentaires pour un total de 25 personnes interpellées. Ce coup de filet a été mené en Ile-de-France, en Isère, mais aussi dans d'autres villes, Lyon, Valence, Marseille, Avignon ou encore Bordeaux. Parmi ces 25 personnes interpellées, 5 étaient derrière les barreaux. Elles ont donc été extraites de leurs cellules pour être entendues. Et parmi eux, un détenu de la maison d'arrêt d'Avignon, Le Pontet. Selon les informations de France Info, ce dernier fait partie du gang marseillais de la DZ Mafia, serait même un donneur d'ordre de cette organisation criminelle. Il est âgé de 22 ans et il est mis en examen depuis 2023. Alors hier soir, Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, était l'invité du 20h de TF1. Il a fait un rapport entre ces attaques dans les prisons et le narco-banditisme. Selon ces termes, ces trafiquants ont organisé l'intimidation de l'État. Merci beaucoup Louise Beliaeff. Toujours à propos du milieu carcéral, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, souhaite modifier la loi pour que les détenus participent à leurs frais d'incarcération. La somme récoltée servirait à l'amélioration des conditions de travail des agents pénitentiaires. Les explications d'Alexandre Pérou, Jana Souli et Mathias Barrois. Pour financer les prisons, Gérald Darmanin veut faire payer les détenus. Le garde des Sceaux propose de rétablir les contributions financières au coût de leur emprisonnement. Jusqu'à 2003, les détenus participaient aux frais d'incarcération. Comme il y a un forfait hospitalier, il y avait un forfait de présence dans la prison. Je vais rétablir ces frais d'incarcération. Aujourd'hui, ça coûte 10 millions d'euros par jour, le fonctionnement de nos prisons. Les détenus doivent contribuer. Une contribution symbolique en fonction des moyens, dit-il, pour participer aux quelques 4 milliards d'euros que coûte le fonctionnement des prisons chaque année. Une façon aussi de calmer la grogne des agents pénitentiaires. Selon le ministre, la somme récoltée permettrait d'embaucher de nouveaux personnels ou encore de créer une police des prisons. La droite et l'extrême droite applaudissent ce matin. C'est forcément une bonne idée puisque c'est la nôtre. C'est normal que ceux qui sont en prison payent une partie de leur logement plutôt que les honnêtes citoyens qui, eux, n'ont rien à se reprocher. Quand on commet des actes qui sont en contravention avec la loi, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des conséquences. L'incarcération est une conséquence, mais la conséquence financière aussi, elle doit exister. La gauche, elle, dénonce un non-sens démagogique. C'est de la responsabilité de l'État que relève aujourd'hui d'avoir des fonctionnaires bien payés, correctement payés. C'est pas aux détenus de payer leurs gardiens, c'est à l'État de les payer. C'est la responsabilité du ministre. Pour faire adopter la mesure, le ministre de la Justice veut s'appuyer sur une proposition de loi. Elle doit être débattue dans les prochaines semaines. Journalistes, chercheurs, acteurs de la société civile et experts des médias venus des différentes rives de la Méditerranée sont réunis jusqu'à demain à Marseille à l'occasion des Assises méditerranéennes du journalisme, des débats, des ateliers, des expositions, des prix décernés. Jérémy Essas et Alban Poitvin ont assisté hier soir à la soirée d'ouverture. La Syrie était à l'honneur. On est fou de joie et on est toujours fou de joie, ivre de ce bonheur et à la fois on est paralysé par la peur de l'avenir, car les nouveaux dirigeants ne représentent pas la population syrienne pour nous. Omar Youssef Souleiman, 38 ans, journaliste, écrivain, poète, a vécu 13 ans en exil. En janvier dernier, il retourne enfin en Syrie. Il découvre un pays libre mais fragile. Ce n'est pas mieux, malheureusement, au niveau de la liberté individuelle, c'est-à-dire les censures religieuses sur, par exemple, la liberté des femmes, comme le voile ou pas, sur quand marchent femmes et hommes tout seuls dans la rue, on pose des questions. Donc il y a la censure religieuse. Il n'y a pas de mots pour décrire le bonheur de ces gens
qui ont perdu tous un membre de la famille, qui ont tous vécu la torture, la prison. Témoignage de ce moment historique par la journaliste Edith Bouvier, témoignage émouvant d'exilés ayant fui la dictature des Assad. Il y a 10 ans, Loujain Haj Youssef a créé en exil la radio Rosanna. Elle aussi est inquiète pour l'avenir de son pays. Bien sûr, on parle d'espoir, alors que ces personnes n'ont pas la culture de la démocratie. Ils n'aimeront pas avoir la démocratie dans les médias, dans la vie de tous les jours. Et nous pouvons le voir maintenant, puisqu'ils contrôlent toutes les plateformes médiatiques, exactement comme le faisait l'ancien régime. Les assises ont également rendu un hommage spécial au journal libanais L'Orient le Jour. Le journal francophone fête ses 100 ans cette année. On va continuer à parler des assises méditerranéennes du journalisme. Nous retrouvons en duplex depuis le Palais du Pharo à Marseille Marie-Laure Augry, vice-présidente de l'association Journalisme et Citoyenneté et bien sûr ancienne présentatrice de JT, notamment aux côtés d'Yves Mourouzi. Merci d'être avec nous. Alors pourquoi cette 3e édition se déroule-t-elle à Marseille et non à Tunis comme ce fut le cas en 2018 et 2022 ? Bonjour, merci. Oui, alors on aurait aimé faire une 3e édition à Tunis, mais quand on connaît le contexte politique qui resserre les taux autour des journalistes et de la liberté de l'information, il s'est avéré impossible de faire une 3e édition. Et à partir de là, c'était pour nous une évidence de venir ici à Marseille, Marseille aux portes de la Méditerranée, Marseille qui fait le lien entre les deux rives de la Méditerranée, et puisque c'est ça qui nous réunit pour les assises, voilà, Marseille était une évidence et on a pu donc se retrouver. C'est un projet qui s'est monté en 3-4 mois. On a pu se retrouver ici. On a raison parce que la centaine de journalistes qui sont présents ici, qui viennent d'une trentaine de pays, voilà, sont très heureux d'être à Marseille et de pouvoir échanger librement entre eux. De réunir ces pays dont les régimes politiques peuvent être très différents. Oui, les régimes politiques très différents, les conflits actuels qui touchent tout le Moyen-Orient et la manière de le traiter journalistiquement est perçue de manière très différente d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée. Nous, on a été soumis à beaucoup de critiques de la part de nos confrères. Et donc, voilà, c'était une évidence et une urgence de se parler, de se comprendre, d'échanger, en préservant l'essentiel de ce qui fait le métier de journaliste, c'est-à-dire d'être là pour témoigner, alors avec difficulté, mais aussi d'envisager ce métier indispensable pour la démocratie, de l'envisager dans l'avenir. Et ici, il y a plein d'initiatives qui sont prises, qu'on va mettre en valeur. On va mettre des focus aussi sur des gens qui renouvellent un petit peu le métier de journaliste. Et voilà, c'est aussi porteur d'avenir. Le constat est compliqué, mais l'avenir est là et c'est quelque chose auquel on tient absolument tout en reniant pas les difficultés. Informer sur des pays en guerre, ça a toujours été compliqué. Ça l'est encore plus quand on sait que les plateformes de réseaux sociaux ou l'intelligence artificielle peuvent générer de la désinformation. Oui, bien sûr. Et on s'aperçoit qu'il y a une vigilance très forte de la part de nos confrères qui sont de l'autre côté de la Méditerranée à cet égard. Et donc, ce sont des sujets, des thématiques qu'on aborde aussi dans différents ateliers sur, en effet, l'intelligence artificielle, sur les plateformes, sur aussi d'autres façons, comme le journalisme collaboratif. Il y a plein d'initiatives qui sont prises dans ce domaine et qui sont l'occasion d'échanges ici, puisqu'il y a une douzaine de rencontres et d'ateliers pendant ces 2 jours. Et puis la volonté aussi de mettre le focus. Merci à vous. Merci beaucoup et merci à Laurent Corsi derrière la caméra pour assurer ce direct. Direction le Var à présent, 4 ans après l'énorme incendie qui a ravagé le massif des Maures. La nature reprend ses droits, la forêt se régénère, les promeneurs reviennent. Un sentier pédagogique a été créé pour expliquer cette résilience. Romain Ferrucci et Nicolas Carme. Du vert à perte de vue, une flore qui renaît et avec elle toute la biodiversité. Dans la plaine des Maures, il semble loin le gigantesque incendie d'août 2021. Il avait pourtant ravagé 6000 hectares de végétation, laissant une forêt en ruine, faisant 2 morts et 26 blessés. 4 ans plus tard, les randonneurs renouent avec cette nature survivante. En fait, on se dit que la nature reprend ses droits.
Voilà, donc c'est super joli. Effectivement, ça a été dramatique. Moi, les photos, les images, les vidéos, je les ai vues à la télé et je reconnaissais bien les coins, quoi. Donc oui, ça fait très mal au cœur. Ça fait très mal au cœur. Mais là, c'est époustouflant, quoi. C'est génial. Ici, la terre s'est régénérée peu à peu. Pour mieux comprendre cette résilience, la Société nationale de protection de la nature, gestionnaire du site, a créé un sentier pédagogique. On y explique les risques d'incendie et comment la forêt a pu grandir à nouveau. Par exemple, les chênes lièges, ils ont survécu grâce à leur écorce. On voit qu'effectivement, il a une épaisseur d'écorce qui est importante et c'est une couche protectrice du cœur de l'arbre, ce qui lui a permis, on voit ici avec les feuilles, de se régénérer de façon naturelle. Mais alors, on pourrait croire que la capacité de la nature à se régénérer, incendie après incendie, est infinie et qu'un feu de forêt, même gigantesque, n'est au fond pas grave. C'est faux. Qu'il y ait des feux tous les 50, 60, 100 ans, 120 ans, en Méditerranée, c'est assez classique et je dirais que ça a toujours existé. Mais quand les incendies se multiplient, ils arrivent tous les 50 ans, tous les 30 ans, tous les 20 ans, tous les 10 ans, c'est la succession de ces feux qui va faire que la nature, au bout d'un moment, elle va perdre sa capacité à se régénérer. Et les incendies reviennent vite dans la plaine des Morts. L'an dernier, un feu avait une nouvelle fois ravagé 600 hectares de forêt. On passe à l'actualité nationale et internationale. L'électricité est rétablie en Espagne et au Portugal après la panne géante qui a touché la péninsule ibérique hier. Retour à la normale donc, mais cette coupure de courant exceptionnelle d'origine inconnue a semé le chaos. Alexandre Porte. Après des heures dans le noir, ce quartier de Madrid s'éclaire à nouveau hier soir. Partout dans le pays, les cris et les applaudissements accompagnent le retour de l'électricité. Ce matin, le courant est presque entièrement rétabli en Espagne et au Portugal. Mais cette nuit, une partie de la péninsule ibérique restait paralysée. Les passagers de ce train Madrid-Barcelone sont évacués par l'armée après plusieurs heures d'attente. À la gare de Madrid, les voyageurs bloqués passent la nuit à même le sol. Les hôtels aussi sont fermés. Ils ne veulent prendre personne parce que les cartes bancaires ne marchent plus. Si vous n'avez pas de liquide, imaginez le problème. C'est la même chose avec les taxis. À 22h, on nous a dit de passer la nuit ici. La police et l'armée nous ont distribué des couvertures pour nous tenir chauds. Ce matin, les Espagnols et les Portugais se réveillent avec du courant, mais aussi de nombreuses questions. La presse espagnole s'interroge sur les causes de ce qu'elle appelle la grande panne. Pour le moment, aucune piste n'est privilégiée. Selon les experts, plusieurs hypothèses sont possibles. Ça peut venir de différentes raisons. Par exemple, un déséquilibre entre la production et la consommation, parce que l'électricité ne se stocke pas, donc il faut faire cet équilibre en temps réel. Ou alors d'un incident sur le réseau de transport, par exemple, ou le réseau électrique, ou ça peut aussi venir d'actes malveillants. Un conseil de sécurité était organisé ce matin en présence du roi d'Espagne et du Premier ministre Pedro Sánchez. Le gestionnaire du réseau espagnol indique écarter la piste d'une cyberattaque. C'est l'une des conséquences de la guerre commerciale lancée par Donald Trump. La France s'attend à un afflux de petits colis envoyés depuis la Chine. Aujourd'hui, l'exécutif va présenter des mesures concrètes pour éviter une submersion. Anne-Claire Le San. Comment lutter contre une probable déferlante de colis chinois? Un nouveau risque que le gouvernement prend à bras-le-corps depuis que ces colis sont surtaxés aux États-Unis. Ce matin, aux douanes à Roissy, exposition de produits contrefaits. 4 ministres assistent au contrôle des marchandises. Pour établir la valeur, il va falloir rentrer en contact avec les ministres pour vous aider. Ça accélère, non? Pour faire barrage à cette vague, plusieurs mesures annoncées. Multiplication par 3 des contrôles, lutte contre la fraude et surtout une contribution forfaitaire de quelques euros sur chaque colis. Nous fassions payer aux importateurs, aux plateformes, pas aux consommateurs, mais bien aux importateurs et aux plateformes, un petit montant forfaitaire sur les colis, on parle de quelques euros, qui nous permettront ensuite, avec les services douaniers, partout en Europe. Une taxe qui doit encore se discuter au niveau européen, car le raz-de-marée de colis chinois s'accélère. Plus de 4,5 milliards d'envois franchissent la frontière européenne par an. Il entre 150 par seconde.
Et en France, c'est 800 millions de paquets d'une valeur inférieure à 150 € qui arrivent sur le marché, un chiffre multiplié par 2 l'an dernier. Alors les consommateurs seraient-ils dissuadés d'acheter sur les plateformes chinoises s'ils étaient taxés de quelques euros ? Je ne sais pas de combien elle sera. Si elle est de quelques euros, oui, ça ne me gênera pas forcément, mais il ne faudrait pas que ça dépasse une dizaine d'euros, quoi. Non, ça ne va rien changer. Non, je vais toujours commander. Non, ça ne va rien changer. En fait, je n'achète déjà plus parce que j'aime pas trop leur fonctionnement et je trouve que... Enfin, voilà, je préfère acheter sur place, donc en fait, ça n'aura aucun impact sur moi parce qu'au final, j'ai déjà arrêté de consommer chez eux. Les pays européens pourraient aussi supprimer l'exonération des droits de douane pour les petits colis d'ici 2028. Il y a 80 ans, jour pour jour, les Françaises votaient pour la première fois. Ce droit, instauré par une ordonnance du gouvernement provisoire de la République française, a marqué un tournant dans la reconnaissance des droits civiques et politiques des femmes. Caroline Leginter. Alice et ses 2 amies voteront pour la première fois l'année prochaine aux élections municipales, un droit qu'elles comptent bien faire valoir. Moi, je suis contente de pouvoir me dire que je vais pouvoir voter et qu'il n'y a pas que les hommes qui votent, quoi. Car il y a 80 ans seulement, les femmes n'avaient pas le droit de voter en France, une hérésie pour ces jeunes filles. C'est rien, 80 ans finalement. Ouais, surtout comparé à l'Angleterre, du coup, je crois qu'ils ont eu le droit de vote des femmes beaucoup plus tôt, du coup, que les Français. En France, c'est le 29 avril 1945 que les femmes votent pour la première fois, un événement aux actualités de l'époque. Au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule. Madame Joliot-Curie, pour un seul instant, a quitté son laboratoire. La bonne religieuse. Une gentille maman. Un droit arraché après des décennies de lutte. Dès la Révolution française, des voix s'élèvent pour réclamer l'égalité politique. Olympe de Gouges, en 1791, publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Mais il faudra attendre plus d'1 siècle sous l'impulsion des suffragettes pour que cette revendication devienne réalité et change la vie de millions de jeunes filles. Je trouve ça hyper inspirant comme combat. C'est vrai qu'elles se sont battues pendant longtemps. Enfin, ça faisait longtemps qu'elles voulaient obtenir les droits de vote. Et c'est un combat qui a porté ses fruits. La Seconde Guerre mondiale accélérera les choses. Les femmes actives dans la résistance et sur le front du travail prouvent leur rôle essentiel. Et le 21 avril 1944, le général de Gaulle signe une ordonnance leur accordant enfin le droit de vote. Michèle Perrault, historienne spécialiste des droits des femmes, avait 17 ans à l'époque. 80 ans plus tard, elle se souvient de cette date historique au sortir de la guerre. 4 ans de guerre, c'est long, hein. 4 ans. Et donc, il y avait un sentiment de libération absolument considérable. Et au fond, le droit de vote des femmes fait partie du bouquet. Ce droit de vote a été une révolution, mais il a aussi révélé les résistances culturelles et politiques. Obtenir le droit de vote, ça a été un combat. Un combat de femmes d'abord minoritaires, avec beaucoup de difficultés. Ça a été difficile. On objectait toujours que c'était pas la place des femmes, que en France les femmes seraient influencées par l'Église et que ça entraînerait le pays vers la droite. 80 ans plus tard, d'élection en élection, les femmes se sont hissées à tous les niveaux du pouvoir, même si leur représentation reste encore inégale, ce qui rappelle l'importance de rester vigilant. La démocratie semble reculer dans certains pays, y compris dans des grandes démocraties. Le droit de vote des femmes, c'est un droit qui est essentiel. C'est la base de la démocratie. Dans un pays autoritaire, il n'y a pas de droit des femmes, en fait. Les droits des femmes ont besoin de la démocratie et inversement, la démocratie a besoin de la participation des femmes. Le 29 avril 1945 n'est pas qu'une date dans les livres d'histoire, c'est un héritage vivant, une inspiration pour les générations futures. La 36e cérémonie des Molières s'est tenue hier soir aux Folies Bergères. Triomphe pour Du charbon dans les veines de Jean-Michel Daguerre avec 5 Molières. Même palmarès pour Éric Ruff pour Le soulier de satin. Thomas Joly, le directeur artistique des cérémonies des Jeux Olympiques et Paralympiques, a également été récompensé par un Molière d'honneur. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite un agréable après-midi.